Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai. Ens passen 4 minuts ara mateix d'un 10:15 del matí. Ens toca avui espai de Clínica Omega Z amb el doctor Boris Dufournet. Docteur Dufournet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'Alzheimer. J'ai vu... La question serait peut-être prévenir la maladie d'Alzheimer, si c'est possible ou pas. Ce défi est devenu une perspective mesurable. L'enjeu est énorme. Dans le monde, quelques 50 millions de personnes souffrent aujourd'hui de cette démence liée à l'âge. Et si rien n'est fait, elle devrait être 152 millions en 2050. Ça, c'est pour les petites estimations. Ça peut être même davantage. Alors, sauf si, bien sûr, on trouve un médicament miracle d'ici là. Le coût global actuel lié à cette affectation est estimé à 1000 milliards de dollars. On parle de 850 000 milliards d'euros en 2050. C'est la maladie chronique la plus coûteuse dans les pays occidentaux pour l'instant et qui va être la plus coûteuse pour tous les pays dans les 10 à 20 ans qui arrivent. Pour les gens qui nous écoutent, la définition de l'Alzheimer. Alors, la définition... c'est une maladie neurodégénérative déjà, donc ça veut dire qu'en fait il y a une destruction progressive du cerveau. Il y a plusieurs maladies neurodégénératives, maladie à corps de Lévy, maladie de Charcot, la SLA, etc. La maladie d'Alzheimer, elle se caractérise au microscope par des lésions bien spécifiques, on ne va pas rentrer dans le sujet, et surtout elle se déroule avec un ordre très particulier sur lequel on peut revenir. Justement, c'est assez intéressant. Et ce qui fait tout l'enjeu d'ailleurs de la prévention. Et cette maladie, donc, c'est une démence, ça veut dire qu'en fait, il y a une perte des fonctions intellectuelles, alors ça peut être la mémoire, la concentration, etc. Il y a aussi une perte d'autonomie, c'est comme ça qu'on définit la démence avec ces deux critères. Voilà. Donc c'est pas la seule maladie qui provoque ça, néanmoins c'est la maladie emblématique qui a été découverte dans les années 1905 par un psychiatre allemand. Et les psychiatres allemands, contrairement aux psychiatres français où on était beaucoup plus dans la psychanalyse, eux, lorsque le patient était mort, ils coupaient le cerveau et le regardaient au microscope. C'est une vision de la psychiatrie très différente, n'est-ce pas ? Et c'est Alois Alzheimer, qui est donc un élève de Kraepelin, justement, le grand codificateur de la psychiatrie du 19e siècle, qui a trouvé pour la première fois ces lésions. Mais manque de chance, on a su après coup que c'était une des rares formes génétiques, puisque les formes génétiques représentent 1 à 2% des Alzheimer. C'est très rare. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des risques dans certaines familles, mais les formes génétiques pures sont très rares. Et il est tombé sur une forme génétique. Mais peu importe, voilà comment on pourrait définir cette maladie d'Alzheimer, avec donc des symptômes qui sont des symptômes qui vont toucher d'abord soit la mémoire, mais la mémoire des faits récents, c'est-à-dire qu'il y a une destruction progressive avec un gradient, comme on dit, de la mémoire des choses qui vont arriver, en fait, en quelque sorte. Donc, mon rendez-vous prochain tout à l'heure à 9h ou à 10h que je peux oublier. Puis après, la mémoire d'hier ou d'avant-hier. Et puis, petit à petit, cette mémoire grignote. Mais paradoxalement, on a souvent un meilleur souvenir des événements anciens. C'est ce que vous me disiez juste avant l'émission. Parce que la mémoire des choses récentes vient un peu occulter la mémoire des choses plus anciennes. Et donc, paradoxalement, les gens se souviennent de choses de l'enfance qu'ils avaient, entre guillemets, oubliées jusqu'à présent. Moi, je vous disais, j'ai eu une personne dans ma famille. Elle se rappelait de ce qu'elle avait fait ou vécu en 1950. Et elle ne rappelait pas qu'est-ce qu'elle avait mangé le soir avant. C'est typique, on l'appelle en technique le gradient de Ribot. En fait, c'est un gradient dans la mémoire qui va de la mémoire la plus récente vers la mémoire la plus ancienne. Donc elle est grignotée, cette mémoire, elle disparaît de cette façon-là pour des raisons en fait purement anatomiques parce qu'elles ne sont pas stockées au même endroit. Voilà, donc il y a ça. Il peut y avoir des troubles du langage aussi, notamment des troubles de l'expression, le mot qu'on cherche. Alors vous pouvez chercher votre mot, surtout lundi matin, moi aussi. Ça dépend du week-end qu'on a passé, c'est la fin de l'année. Mais là, ça devient important avec des difficultés pour se faire comprendre. Il y a aussi des difficultés dans l'orientation dans l'espace par des zones plus postérieures du cerveau qui s'occupent de mémoriser et percevoir l'espace en 3 dimensions, etc. C'est les symptômes classiques du début de la maladie d'Alzheimer. On devrait faire, docteur, la différence, c'est pas pareil, l'Alzheimer que la démence sénile. Effectivement,
La démence sénile, ben, ça revient justement, honneur à Kraepelin, le psychiatre allemand du 19e siècle, qui avait fait énormément de choses. Alors, autant la psychiatrie est très allemande, autant la neurologie est très française. C'est marrant, c'est deux écoles, mais très parallèles. Et en fait, il avait distingué la démence précoce, qui était plus tard qu'on appelait notamment la schizophrénie, de la démence tardive. Et là, il s'était rendu compte que cette démence sénile, qui arrivait donc au-delà de 60-65 ans, n'était pas pareil. Il y avait une dégradation progressive. Et plus tard, on a compris, grâce à son élève Alois Alzheimer, qu'en fait, il s'agissait d'une maladie neurodégénérative. Donc, démence sénile, ça veut donc dire perte d'autonomie et troubles cognitifs, comme on a dit, donc démence. Sénile, ça veut dire après 60-65 ans. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est normal, docteur, sans arriver à avoir l'Alzheimer, de perdre la mémoire avec l'âge? Non, pas du tout. C'est absolument anormal, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et donc, le problème, là, il y a un parallélisme avec votre question précédente. Démence sénile, le problème, c'est que c'était bien codifié à un moment donné. Et petit à petit, on a transformé de démence sénile en sénile dément. Et on s'est dit, bah, si les gens deviennent âgés, eh ben, ils deviennent déments, c'est normal. Eh non, pas du tout, pas du tout. Je vous rappelle juste que notre cerveau est fait pour nous emmener au moins jusqu'à 100-120 ans, sans problème, si on est dans des conditions normales, et que donc tout trouble de la mémoire est absolument anormal. Par contre, avec l'âge, il y a des fonctions cognitives qui perdent un petit peu, notamment la vitesse de réflexion, vitesse d'adaptation. Mais on contrecarre ça par l'expérience. Et quand on fait des tests de gens jeunes et de gens plus âgés sur des tests cognitifs, on se rend compte que les plus jeunes vont beaucoup plus vite, mais ils font beaucoup plus d'erreurs. Ça va surprendre personne. Et les plus âgés vont aller moins vite, mais font moins d'erreurs. Et au final, la performance cognitive globale est la même, voire meilleure parfois. On peut faire un diagnostic de l'Alzheimer? Alors, vous qui êtes docteur, vous pouvez faire un diagnostic à une personne? Alors oui, le diagnostic, j'en fais, bon, hélas, tous les jours, ou presque. Alors, il y a d'autres maladies qui peuvent s'exprimer un peu pareil, la maladie à Cordes-Lévy, mais c'est très important de faire la différence parce que l'évolution est complètement différente et la prise en charge n'est pas la même pour prévenir les complications, par exemple, et maintenir à domicile le plus longtemps possible. Et puis, il y a dans le traitement, il y a des médicaments totalement interdits dans la maladie à Cordes-Lévy, alors que ce n'est pas le cas de l'Alzheimer. Autrefois, tout ça, on disait Alzheimer. Donc ça, c'est important d'aller très finement dans le diagnostic. Et pour faire ce diagnostic, d'abord, il y a le témoignage de la personne au stade les plus précoces, parce qu'elle se rend parfaitement compte. Après, bien sûr, avec l'évolution de la maladie, elle ne s'en rend plus compte. Il y a le témoignage de l'entourage qui est très, très, très important. Et puis derrière, il y a des examens poussés, notamment au stade précoce de la médecine nucléaire, notamment de l'imagerie nucléaire, PET scan cérébral, par exemple, DAT-scan, etc., pour aller voir des zones très précises du cerveau qui sont anormales plus de 20 ans avant parfois que l'IRM soit anormal. Donc l'IRM, ça a été un apport énorme par rapport au scanner, notamment parce qu'on peut dire, des fois on tombe sur une tumeur cérébrale, des fois on tombe sur une maladie des vaisseaux, on peut tomber sur d'autres choses. Donc l'IRM est très très importante pour écarter d'autres diagnostics, mais c'est l'imagerie nucléaire, et c'est un problème en Andorre, vous le savez, parce qu'on n'en a pas encore, qui permet de gagner 10 ans, 20 ans sur le diagnostic et du coup de pouvoir prendre la maladie à un stade extrêmement précoce. Et là, on peut faire plein de choses. Là, on connaît beaucoup mieux la maladie. Je ne sais pas, moi je parlais là de ma famille, d'une personne de ma famille. Peut-être on ne connaissait pas assez la maladie. Un jour, on nous appelait, elle avait oublié les clés. Le lendemain, elle avait oublié le portefeuille au supermarché. Il y a des symptômes qui peuvent nous annoncer un peu ce qui va arriver. Absolument. Vous l'avez vécu de l'intérieur et les familles le vivent de l'intérieur. Et c'est une maladie tellement fréquente, comme vous l'avez dit en introduction, que tout le monde dans sa famille, de près ou de loin, est confronté à une démence de type Alzheimer ou Cordes-Lévy, pour citer les deux plus fréquentes. Et donc, on est confronté à ce genre de symptômes. Et c'est vrai que ce sont des choses anodines. Le problème, c'est pas d'oublier ses clés une fois. Le problème, c'est lorsqu'on va oublier ses clés à répétition, oublier des rendez-vous à répétition. Et quand on oublie et ses clés et ses rendez-vous plusieurs fois, là, il faut chercher, faire un dépistage. Ça peut être
de la fatigue, ça peut être tout à fait autre chose, mais ça vaut vraiment le coup de faire un dépistage à ce stade-là. Et le malade, il voit, avant d'être vraiment malade, ou de savoir ce qu'il a, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, la plupart du temps, oui. Alors, parce que moi, j'ai vu cette personne, par exemple, on appelait au téléphone et elle marquait tout sur un cahier. Telle personne a appelé à telle heure, hein, souligné. Donc, vous avez la réponse dans votre question. C'est-à-dire que votre expérience montre parfaitement ce que vivent tous les malades. Et donc, pour presque tous, au tout départ, ce qu'on appelle le trouble cognitif léger. Et ça, c'est une entité un peu récente. Hein, c'est dans les années 2000 qu'on a découvert ça, 2000-2005, le tout début du trouble cognitif léger. À ce moment-là, les malades s'en rendent compte. Puis, certaines zones, notamment dans l'Alzheimer, de la conscience du trouble, vont être altérées. Donc, forcément, on n'a plus conscience du trouble après. On parle d'une maladie héréditaire. Alors, ça c'est une question compliquée parce qu'en fait, oui, il y a des formes génétiques pures de l'Alzheimer. Je vous parlais de la découverte du premier cas, hein, Auguste Deter en 1905 et 1906. On a pu faire une analyse génétique a posteriori et montrer que c'était d'une forme génétique pure, comme une maladie de Huntington. Vous avez le gène, hop, une seule copie suffit, c'est ce qu'on appelle dominant, et hop, vous allez la déclarer vers 40 ans, parfois 30 ans. Hein. Voilà. Mais ça, c'est très rare, c'est moins de 2% des patients, et maintenant, c'est même plutôt 1% des patients. En revanche, il y a des formes avec une prédisposition, une fragilité génétique, ça existe. Ce qu'on appelle l'ApoE4, bon, c'est une variante d'un gène, on peut être 2, 3 ou 4. Bon, moi, dans ma famille, on est 4. Bon, voilà, donc le risque est énorme. Et donc, c'est pour ça que je suis particulièrement concerné par cette maladie, puisque moi-même, si je fais rien, la probabilité que dans 10 ans, j'ai cette maladie est assez énorme. Mais bon, il y a justement des choses à faire. Et donc, c'est un sur-risque. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le gène de la maladie, c'est un gène ou un ensemble de gènes qui vont faire qu'on va passer qu'on va multiplier le risque de maladie par 4 si on a une copie, ou même par 10 à 15 si on a 2 copies. Voilà. Ça, c'est un des exemples. Donc, oui, il y a des familles où il y a plus d'Alzheimer que les autres. Et d'ailleurs, si vous avez un apparenté premier degré, c'est-à-dire vos parents, un papa, une maman ou vos enfants qui ont une maladie d'Alzheimer, vous multipliez votre risque par 1,5, donc c'est quand même beaucoup. Et si il y en a 2, vous le multipliez le risque carrément par 2. Il y a des médicaments, docteur, qui peuvent freiner un peu l'évolution. Alors, là, on rentre dans une polémique. On avait des médicaments dits anti-Alzheimer qui, en fait, étaient d'une efficacité extrêmement limitée. Ces fameux médicaments qui ont été déremboursés en France par tout un scandale sanitaire pour des raisons de campagne électorale. Je ne rentre pas dans le débat politique. Toujours est-il que ces médicaments ont été déremboursés parce qu'on a un confrère, gériatre, qui a écrit un livre en disant que l'Alzheimer n'existait pas et que c'était, je cite, une construction sociale. Donc les familles adorent d'entendre ça, elles qui le vivent au quotidien. Et donc on est dans ce déni de la maladie. Et il y a un gros paradoxe d'ailleurs à ce niveau-là. Et pour les autorités, alors que les familles souffrent de cette maladie. Et donc, à ce moment-là, on a déremboursé ces médicaments et donc on a augmenté les hospitalisations parce que ça n'était pas des médicaments qui permettaient d'améliorer les choses, c'était des médicaments qui permettent de freiner l'évolution et notamment l'évolution des symptômes type confusion mentale et autres qui justifient des hospitalisations d'urgence, des chutes, etc. Et ces médicaments sont très utiles aussi dans la maladie à Cordes-Lévy qu'on ne peut pas totalement dissocier de la maladie d'Alzheimer. Donc on a ces médicaments-là, mais l'efficacité, c'est vrai, est quand même très modérée. Et c'est mieux que rien, mais aujourd'hui, c'est très insuffisant. Et tous les nouveaux médicaments, dont un qui a fait le buzz il y a une semaine, qui sont des anticorps anti-dépôt amyloïdes, ne marchent pas du tout. Il faut être clair. Alors, je sais que ça fait le buzz, mais si on regarde les articles, très clairement, ça n'améliore pas, et beaucoup moins que d'autres mesures dont je peux vous parler quand on prend un stade précoce. Donc aujourd'hui, on n'a aucun médicament, probablement parce qu'on se trompe de cible avec le côté amyloïde ou le côté protéine tau, etc. Probablement que la cible n'est pas la bonne. Là, on prend la maladie d'Alzheimer avec probablement 20 ans de retard, peut-être 30 ans de retard avec ces traitements-là. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi ça ne marche pas. Et deuxièmement, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et ce qu'on observe à la fin, en fait, c'est la conséquence de beaucoup d'autres problèmes en amont. Et c'est ceux-là sur lesquels on peut agir. J'ai vu, il y a plein de spécialistes qui disent que l'Alzheimer, c'est le loto. On ne peut rien faire pour l'éviter. Alors là, c'est complètement faux. C'est ce qu'on nous a appris en médecine. En médecine, c'est ce qu'on nous apprend. C'est une maladie
de cause inconnue, chronique et qui s'aggrave progressivement. Pareil pour le diabète. Bon, ça tombe bien maintenant, 98% des diabétiques de type 2, dans certains cas, et si je prends le diabète, c'est qu'il y a une raison, au Canada, sont guéris. Alors, en France, ça paraît, et en Espagne, on regarde ça avec des grands yeux. Pour l'Alzheimer, c'est pareil. J'ai un confrère donc américain, Dale Bredesen, qui est neurologue, qui étudie ça depuis plus de 35 ans, et qui a montré que la maladie d'Alzheimer était liée à un certain nombre d'autres causes. Il a mis en place, il a montré un modèle de lésion qui n'est pas habituel. On a parlé du génétique, il y a aussi l'infectieux, par exemple, ou le cancer. Bon, mais il y a d'autres modes de lésion. Et le cerveau peut souffrir. Parce qu'il peut subir des agressions chroniques au long cours ou parce qu'il peut être privé d'engrais, en quelque sorte. Le cerveau, pour faire clair, il a besoin d'hormones et de minéraux, de certaines vitamines B1, B12, etc. pour fonctionner correctement. Et en même temps, il a besoin de ne pas trop se faire attaquer en permanence. Si vous voulez, c'est un peu comme une montgolfière. Et si vous prenez votre montgolfière, imaginez que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre l'altitude parce que vous avez en dessous quelque chose de dangereux, je ne sais pas. Si votre montgolfière perd de l'altitude parce que vous n'avez plus assez de gaz, c'est les hormones qui vont permettre de booster votre cerveau. Et si la toile en elle-même est abîmée, elle commence à se perforer et donc elle tient plus bien cet air chaud et donc vous perdez de l'altitude, eh bien donc ça représente les agressions. Donc manque d'engrais et les agressions, pour simplifier à l'extrême. Vous, dans votre nacelle, si vous voulez sauver votre peau, la seule possibilité à ce moment-là, c'est de jeter par-dessus bord tout ce que vous pouvez jeter. Et donc, c'est ça qui a été identifié par mon confrère, c'est qu'il a repris d'anciens travaux qui montrent qu'en fait, c'est des zones les moins indispensables à la survie qui disparaissent en premier. Le langage, la mémoire, tout ce dont on a parlé, c'est important pour vivre seul et autonome. En revanche, si vous avez des gens pour vous aider autour, ça n'est pas indispensable à la survie. Par contre, les zones du cerveau qui contrôlent le cœur, parce que le cœur est aussi contrôlé par le cerveau peut arrêter le cœur, ça se voit dans certains AVC. Il y a des zones qui contrôlent la respiration, donc c'est des zones très anciennes dans l'évolution des espèces. Et bien, ces zones-là sont préservées au maximum dans la maladie d'Alzheimer, et même totalement. Donc en fait, on a l'évolution inverse. Donc des fonctions cognitives les plus récentes, les plus fines, qui vont disparaître en premier parce que je perds de l'altitude sur ma montgolfière et pour me sauver dans ma nacelle, je vais jeter par-dessus bord, je vais me séparer d'un certain nombre de choses, tout ce que je peux enlever, mais qui par un ordre justement d'importance pour la survie. Il nous reste 3 minutes, docteur. La question aujourd'hui, c'était et si la maladie de l'Alzheimer était évitable? J'ai lu 40% des cas seraient évitables grâce à un mode de vie adapté, mais en contrôlant 12 facteurs. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'ils disent, avant 45 ans, un facteur de risque, le faible niveau d'éducation. Entre 45 ans et 65 ans, 5 facteurs de risque, la perte de l'audition, les traumatismes cérébraux, l'hypertension artérielle, la consommation excessive d'alcool, l'obésité. Et à partir des 65 ans, 6 facteurs de risque, le tabagisme, la dépression, l'isolement social, l'inactivité physique, la diabète, la pollution aérienne. C'est globalement assez juste. Le problème, c'est que c'est une liste qu'il faut ordonner et il faut rajouter 2-3 bricoles. Mais globalement, c'est juste. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette maladie, juste un mot, d'abord, lorsque le cerveau souffre, les modèles de souffrance chronique, les cellules fonctionnent plus bien. Ça, c'est irréversible. Ensuite, les cellules, vous savez, elles communiquent. C'est ce qu'on appelle des synapses, comme des ponts qu'elles construisent avec les autres cellules. Ça, elles vont les détruire aussi. C'est la fameuse montgolfière. J'enlève tout ce que je peux enlever. Ça, c'est encore réversible. Et après, la cellule finit par mourir. C'est la troisième stade de la neurodégénérescence. Là, à ce moment-là, c'est irréversible. Donc, si on attaque précocement par un diagnostic précoce et qu'on essaye de prévenir, on peut jouer sur les stades 1 et 2. Et ces stades 1 et 2, ils sont d'abord, avant tout, dus à l'excès d'insuline. Ça, tout le monde ne le sait pas. L'excès d'insuline, c'est manger trop de sucre. La résistance à l'insuline, le prédiabète, le syndrome métabolique, voilà, c'est l'excès de glucides. Le contraire, c'est le régime cétogène qui protège le cerveau. Et ça, on le sait depuis un siècle. C'est pas nouveau, le régime cétogène. C'est des neurologues qui, en 1920, l'utilisaient. Donc ça, on connaît. Deuxièmement, c'est l'inflammation. L'inflammation, on peut, problème d'intestin perméable, une maladie inflammatoire chronique, pas détectée, pas soignée. Ça, c'est deuxième chose. Les carences en hormones, testostérone, œstrogène, mais en vitamine B12, B, on en a parlé, on ne va pas toutes les lister. Ça, si le cerveau n'a pas ça, il ne peut pas. C'est comme le gaz pour votre montgolfière, ça ne marche plus. Il y a les toxines. Les toxines, c'est des métaux lourds, c'est des pesticides, c'est des solvants. Vous les avez. Il y a le tabac là derrière, bien évidemment, qui aussi entraîne de l'inflammation par ailleurs.
les toxines de champignons, enfin de moisissures, les mycotoxines de certains fruits et des céréales qui sont hyper dangereuses à ce niveau-là. Et enfin, vous avez les infections chroniques de la bouche avec ce qu'on appelle P. gingivalis pour l'abréger, qui va, à un moment donné, pouvoir sécréter des substances toxiques ou voire même passer dans le cerveau et faire des infections très chroniques et créer une inflammation et une neurodégénérescence locale. Voilà aujourd'hui les 5 familles de facteurs les plus démontrés, et en jouant par des modifications du style de vie, parce que vous avez vu que c'est du style de vie, ça. Et en changeant ça, on peut améliorer. Dans l'AVC, 85% des AVC sont évitables en changeant ce style de vie. Alors l'Alzheimer, on ne sait pas. 40%, pourquoi pas. Moi, j'ai pour espoir qu'on se rapproche plus des 85% de l'AVC que des 40%. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Pour en finir, docteur, en 30 secondes, le travail scientifique nous donnera de bonnes nouvelles dans peu de temps? Alors, à ce niveau-là, oui. Sur les traitements à un stade trop avancé de la maladie, j'ai bien peur que non. C'est donc un stade, vous avez vu, très précoce. Premier stade et deuxième stade de neurodégénérescence, pas le troisième qu'il faut attaquer. Donc ça veut dire très très tôt. Et quand on sait qu'en Andorre, j'avais fait quelques calculs, quelques projections, en Andorre, dans très peu de temps, on va avoir un nouveau cas d'Alzheimer chaque jour. Là, pour l'instant, on est à un nouveau cas tous les... 2 nouveaux cas tous les 3 jours. Nous sommes en train de passer dans 4 à 6 ans, donc c'est demain, à un nouveau cas par jour. Et donc, on va se retrouver, vous imaginez, alors qu'actuellement, il y a à peu près 1600 à 2000 Alzheimer en Andorre, dont une centaine de formes jeunes, avant de 65 ans, particulièrement jeunes, eh bien, on va se retrouver avec un nouveau cas par jour dans les années qui viennent. Donc, ce qu'on vient de dire sur la prévention et la prise en charge précoce par des interventions du style de vie, mais il y a aussi le sommeil. On dort 1h30 de moins qu'il y a 2 générations en arrière, et c'est un facteur de risque important d'Alzheimer. Vous voyez, donc il y en a d'autres. Et donc, tout ça, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Docteur Dufournet, un plaisir, comme toujours. Merci de votre visite. Merci pour votre invitation. À la prochaine. Clínica Omega Z Andorra, compromesos amb la seva salut, patrocina aquest espai.